Bonjour à vous. Il y a tellement d'informations qui circulent ces temps-ci. Je veux vous partager certaines d'entre elles sur lesquelles je suis tombée. Alors, comme d'habitude, ma seule intention, c'est de vous partager mes réflexions bien humblement. Et ça me donne l'impression d'une course de chevaux. Je vous explique ce que je vois. On assiste en ce moment à une course entre, on va dire, deux chevaux. L'un qui représente ce que je ne peux pas faire autrement qu'appeler les mondialistes, c'est-à-dire que il y a un plan qui vise la grande réinitialisation, vous le savez, sûrement. Puis sinon, on pourrait dire la mise en place d'une façon de gouverner pour qu'on soit en sécurité et que plus jamais les virus fassent les dégâts qu'ils ont fait. Écoutez, peu importe l'idée que vous avez de la situation actuelle, il y a vraiment un cheval, un mouvement qui avance en instaurant de plus en plus des lois, des décrets, des restrictions avec l'objectif officiel de nous protéger. Je souris quand je dis officiel parce que officieusement, le deuxième cheval qui avance aussi très rapidement, ça n'est un qui partage l'information pour nous aider à comprendre ce qu'il y a en dessous de ce qui est annoncé, ce qui est rapporté dans les médias de masse, par exemple. Ça avance très, très, très rapidement. Alors, je reviens à mes informations. Je commence avec... ça peut être autant des entrevues que j'ai visionnées, que des conférences ou encore des rencontres que j'ai faites. Et je commence justement avec une rencontre virtuelle que j'ai faite avec Corinne, qui vient de la Belgique. Je voulais savoir qu'est-ce qui se passe en Belgique. Et elle me dit qu'il y a à peu près les mêmes restrictions qu'il y a au Québec. Mais c'est pas ça qui m'intéressait autant que ce qu'elle m'a partagé en termes de projets visant la construction d'un monde qui est plus ancré dans la réalité. Alors, elle m'a dit, j'étais tellement surprise agréablement, qu'il y avait des marches qui ont pour l'effet de briser l'isolement. En Belgique, dans sa région, ailleurs aussi. Et j'ai eu l'idée que, je ne sais pas si Corinne va écouter cette vidéo, mais s'il y a des gens de la Belgique qui participent à ces marches et qui ont envie de rencontrer des gens du Québec qui font la même chose, vous pourriez rejoindre les marches pour briser l'isolement. C'est le nom de cette page Facebook. Et vous planifiez une activité qui a lieu au même moment dans vos pays respectifs. Corinne, elle m'a parlé aussi des grandes manifestations qui avaient lieu, des projets d'éco-villages, de mini-maisons. Alors, il se passe quelque chose de très encourageant en Belgique, malgré les restrictions. Ça m'a donné aussi l'idée que si vous êtes d'un autre pays que du Canada ou de la Belgique et que ça vous tente de me partager ce qui se passe chez vous, bien, écrivez-moi, puis on va prendre un temps pour échanger virtuellement. Dans les autres informations, j'ai écouté une entrevue avec deux pilotes de Free to Fly. Puis les sources d'informations que j'utilise, qui sont officielles, je vous les mets à même ma vidéo qui va avoir sur Facebook et d'autres plateformes. Free to Fly, ce mouvement de pilotes et personnel qui ont décidé de se retirer de l'aviation à cause de l'obligation vaccinale. Alors, il y avait dans cette présentation un homme à la fin de sa carrière probablement et qui avait 6 enfants, disait-il. Vous allez voir pourquoi c'est important pour moi de le mentionner. Puis un autre qui était dans la quarantaine, qui était au sommet de sa carrière lorsqu'il a décidé de se retirer. Il y a tout plein d'informations pertinentes qui sont partagées dans cette entrevue. Entre autres, on remet en question le terme d'urgence. Est-on en état d'urgence en ce moment? Mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention dans cette présentation, c'est l'idée que ces deux personnes qui ont pris le risque
de se retirer, même avec des responsabilités parentales importantes ou une carrière importante. Il disait que lorsqu'il se dévoue pour autrui, il y retrouve un salaire, on va dire ça comme ça, mais une récompense, un contentement très grand. Et ça confirme les recherches qu'il y a au sujet de l'altruisme. Alors, je vous dis en passant que si vous avez des moments de dépression, de déprime, d'anxiété très importante, sachez que lorsque vous vous dévouez aux autres, votre dépression diminue et souvent disparaît. Pourquoi votre anxiété disparaît? Parce que lorsqu'on se sent utile, lorsqu'on le voit dans les yeux de l'autre, qu'on apporte du bonheur, bien, ça donne un sens à notre vie. Et ça, c'est beaucoup mieux, je vous dirais, que de rester à la maison et de ruminer. Donc, contrairement à ce qu'on pense, de se donner à l'autre apporte souvent plus même à soi-même qu'à celui à qui on donne. J'ai écouté une conférence de Catherine Austin, qui est quelqu'un qui travaille dans le domaine de la finance, quelqu'un de très solide. Le terme solide, vous allez voir, il revient dans cette présente vidéo parce que je m'aperçois comment on est... Je souris parce qu'il y a des oiseaux qui viennent à ma fenêtre, qui viennent me dire bonjour, qui volent en se tenant un peu là pendant quelques instants à ma fenêtre. Bon. Je reviens à Catherine Austin et ces personnes très solides professionnellement qui nous informent en ce moment et qui fait que ce cheval-là, le cheval d'un mouvement très constructif et bienveillant, avance aussi très rapidement. Et justement, même si elle parlait de ce Great Reset qu'elle connaît très bien, qu'elle apporte des solutions aussi, elle a aussi fait mention de l'empathie et de 3 termes, faith, hope and love. Alors la foi, l'espoir et l'amour. Et ça m'a fait réaliser que les gens qui se sont extirpés du système ou qui le critiquent ou qui le commentent avec une vision différente, ils ont tous, peu importe leur domaine, l'économie, la politique, l'éducation, ils ont tous le mot amour dans leur présentation. Ils parlent d'amour, de bienveillance et ce n'est pas anodin. Je continue avec les informations si nombreuses. Réinfo COVID. C'est un groupe de professionnels qui a été mis en place à partir de Réinfo COVID en Europe. C'est installé aussi au Québec et s'adresse aux professionnels qui peuvent vivre un sentiment d'isolement, qui peuvent être sous la gouverne de l'omerta, cette loi du silence qu'on exige chez les professionnels, bon, à qui on dit, si tu parles, si tu dis quelque chose qui va à l'encontre du narratif du gouvernement, tu risques de perdre ton emploi, tu vas être averti. Si vous êtes l'un de ces professionnels, que ce soit un médecin, tout personnel soignant, des avocats, des policiers, des militaires, psychologues, éducateurs, travailleurs sociaux, si vous êtes dans ces corps de métier et que vous vous sentez isolé, il y a des groupes de soutien qui sont organisés par Réinfo COVID. Ce regroupement vous assure un sentiment de sécurité et aussi un appui de la part d'un groupe d'avocats, un sous-groupe d'avocats qui fait partie de Réinfo COVID pour vous indiquer quoi faire dans telle et telle circonstance face auxquelles vous êtes confrontés en ce moment. Les groupes de soutien, je ne sais pas si vous avez entendu un oiseau qui a tapé avec son bec sur mon mur de maison. Ces groupes de soutien, dans la recherche, on sait que ça apporte davantage que de consulter un spécialiste. Pourquoi? Parce que d'une part, on partage l'information qui est directement liée à notre expérience et on se sent compris par des gens qui vivent la même chose que nous.
Je continue. Ah, il y a Réinfo COVID qui, ces temps-ci aussi, a partagé des témoignages d'infirmières qui travaillent pour le 811 là, au Québec, là, Info Santé, et qui ont parlé des directives reçues par la santé publique qui leur exigeaient de ne pas informer les personnes qui appelaient et qui avaient des symptômes suite à la vaccination. On exige qu'ils ne fassent pas de lien entre la vaccination et ces symptômes. Et on leur dit de ne pas rapporter les effets secondaires qui ne sont pas graves. En tout ça pour nous aider à comprendre le fait que dans notre province, dans notre pays, on ne rapporte pas tellement, on ne parle pas dans les médias, les gouvernements n'en parlent pas non plus des effets reliés à la vaccination. Je continue avec des individus, des personnes, Marc-André Paquette, qui est un ami que j'ai découvert à travers cette crise. C'est une personne qui a fait une formation en médecine pendant 5 ans. Il est sorti parce qu'il réalisait comment la médecine était chapeautée par les compagnies pharmaceutiques. Il est devenu enseignant au préscolaire et il est dernièrement sorti parce qu'on lui exigeait de faire porter des masques aux enfants, de les maintenir dans des bulles. Et il s'est dévoué à partager de l'information. Il y a toutes ces personnes-là qui se dévouent et qui se mettent dans des conditions précaires financièrement, avec une responsabilité familiale, comme ce pilote qui a 6 enfants, et qui retrouvent un sens à leur vie. Mais comprenez que s'ils font ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui est assez grave, qui est assez important pour faire ce choix professionnel-là. Alors, Marc-André, dans une dernière publication, il fait un résumé d'une entrevue de Mathias Desmet, qui nous a expliqué, j'en ai déjà parlé, mais je le rappelle parce que c'est important, il nous a expliqué comment ça se fait que les gens qui suivent le narratif du gouvernement refusent d'entendre des opinions différentes ou des faits, des données qui sont reliées à la réalité actuelle. Il explique que auparavant, ils ont pu vivre un sentiment d'anxiété confus, généralisé, dans le sens et qui est relié, cette anxiété-là, à une difficulté à trouver un sens à leur vie et de l'isolement. Et le fait que le gouvernement leur propose une mission, ça va donner un nouveau sens à leur vie et ça va les sortir de l'anxiété confuse qu'ils vivaient. Et en ce moment, ils ont peur de lâcher prise de cette mission et la peur est reliée au fait de retomber dans l'anxiété. Alors, j'espère que vous me suivez. Donc, l'anxiété et l'isolement, tout ça lié aux pertes de sens de la vie, a fait que la mission « Protégeons notre humanité contre ce virus », et c'est devenu une façon de retrouver un sens à leur vie. Et ils ont très peur de retrouver l'anxiété d'avant. C'est les propos de Mathias Desmet. Ce qui est intéressant, c'est que Marc-André termine en proposant de faire des petits gestes avec empathie. Lorsqu'on va à l'épicerie, lorsqu'on va chez le garagiste. Et c'est vrai que de continuer à poser des questions et d'informer avec empathie, c'est notre contribution à chacun d'entre nous. Et ça me rappelle quand j'étais au Québec et que j'allais dans des commerces sans porter le masque, systématiquement, je m'intéressais à la personne qui s'adressait à moi pour me parler du masque que je ne portais pas. Je posais des questions genre est-ce que tu es tanné, toi, de le porter le masque? Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Et cette empathie que je pouvais exprimer faisait qu'on établissait un lien ensemble et presque, vraiment presque à tout coup, on me laissait circuler sans masque. Tout ça pour vous dire que quand on utilise cette empathie dont parle également Catherine Austin, on établit un lien avec les personnes et on a tout avantage à considérer d'abord que cette crise touche l'ensemble de la population
et que dans la population, il n'y a pas d'ennemis. Il n'y a que des personnes qui vivent un drame et avec lesquelles on peut s'unir, au moins à travers l'empathie, même si on n'a pas la même perception. Je continue avec des personnes qui m'ont interpellée. Il y a Joanne, dont j'ai mis l'adresse Facebook avec ma vidéo, qui offre ses services pour aider les gens à retrouver des relations paisibles. C'est son gagne-pain, mais j'en profite pour vous dire que si vous avez une compétence à partager, je vous invite à le faire sur des pages Facebook qui sont très achalandées, comme Soutenons les Insoumis. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure, mais on est dans un moment de transition où nos compétences sont très utiles, évidemment, compte tenu de la détresse psychologique et sociale qui est vécue, mais aussi qui nous permet de passer à une société dans laquelle, j'espère, j'imagine, et je suis convaincue, il y aura plus d'entraide à partir de nos compétences. Et je continue sur les infos parce qu'il y en a tellement. J'ai visionné une entrevue sur TV Liberté avec Pierre Bergerot qui interviewait Marc-Gabriel Draghi, qui a écrit un livre qui s'intitule « Le Great Reset en marche ». Et je vous en parle parce que je réalise comment il y a des entrevues solides dans les médias alternatifs. Comment les journalistes sont bien préparés et vont au fond des choses et interviewent des personnes qui sont spécialistes dans leur domaine. À côté de ce à quoi on assiste en ce moment dans les médias de masse, à travers des articles, par exemple, sur la vaccination des animaux aux zoo de Granby, pas parce que les animaux, c'est pas important. Moi, j'adore les animaux. Je trouve ça tellement triste qu'on les encabane dans des zoos. Mais faire de tels articles à côté de ce à quoi on a la possibilité d'assister dans les médias alternatifs, c'est incomparable en ce moment. Et je reviendrai aussi sur cet élément à la fin de ma vidéo. Pour parler des entrevues solides, des bulletins d'actualité aussi très solides, je mentionne Spoutnik avec l'émission des Ordres mondiales et Rachel Marsden. Dernièrement, on parlait des métaverses, la réalité virtuelle qu'on est en train d'implanter. Il y a NTD News aussi qui en parlait. Il y a Jean Morancy plutôt avec Numéripresse qui lui s'intéresse davantage à la politique internationale et nous permet de mieux comprendre cette guéguerre qu'il y a en ce moment entre des oligarques en Russie, en Chine, puis les anglo-saxons et les Américains qui veulent instaurer ce Great Reset. Alors, son analyse nous amène à penser que cette guéguerre-là ralentit la démarche de Great Reset. Le métaverse ou la métaverse, ce que j'en dis maintenant, ce que j'en pense plutôt, c'est qu'il y a des gens qui ont le goût de ça, il y a des gens qui vont embarquer là-dedans, qui vont être attirés vers ça et à la limite, c'est leur choix. Et oui, il semble se construire de part et d'autre un monde qui est déshumanisé, qui va s'auto-détruire évidemment, en tout cas qui va détruire l'humanité, et un autre monde qui est beaucoup plus connecté à la réalité et qui veut retrouver l'authenticité d'une relation. Et ça fait référence à cette course de chevaux qui, en ce moment, avance très rapidement. J'aimerais vous parler du contexte. Le contexte qui est mis en place par ces médias de masse et qui crée une réalité totalement virtuelle, c'est-à-dire que c'est une histoire qui est racontée, qui est déconnectée de la réalité. Et souvent, on voudrait que ce qu'on croit, nos valeurs, notre personnalité, nous soyons capables de nous affirmer malgré le contexte.
Et certains d'entre nous, on fait face à des difficultés. On réalise que c'est pas si facile que ça de s'affirmer quand les médias de masse mettent en place un contexte qui dit que c'est dangereux ce qu'on vit en ce moment et que ceux qui pensent autrement sont des complotistes. Je veux vous rassurer pour vous dire que le contexte est hyper important. On ne peut pas faire fi de ce contexte et ce n'est pas un échec que vous vivez quand vous ne réussissez pas à vous affirmer. Le seul fait de prendre conscience que c'est puissant, cette réalité culturelle, sociale, elle est puissante et peut vous influencer aussi. Et commencez là où vous êtes avec les petits gestes, comme disait Marc-André Paquette, que vous pouvez faire. Plutôt que vous décourager en décidant de ne plus parler du tout. Parce que de temps en temps, vous frappez un mur, par exemple. Alors, ce que les médias de masse en ce moment sont en train de faire, c'est confondre les gens entre le virtuel et le réel, leur faire croire que l'histoire qui est racontée, c'est vrai. Ça crée un contexte qui est toxique, un peu comme si on était dans un bocal d'eau, un genre d'aquarium géant, et l'eau devient très polluée. Ça devient difficile pour nous de percevoir les choses, et c'est toxique aussi. Et oui, la meilleure chose à faire, c'est de s'en extirper, de sortir et de créer je dirais une société qui est plus vraie, qui est basée sur ce qui se passe sur le terrain, qui est à petite échelle. Je pense que ça rend les choses plus faciles. Quand on est dans un lieu clinique, médical, et qu'on voit ce qui se passe, bien, on est à même de constater la réalité. Mais quand on n'y va pas, quand on n'y est pas, quand on vit dans une société qui est tellement grande et qu'on doit se fier à ce qui est rapporté par des journalistes qui, eux, rapportent la nouvelle qui leur vient d'instances internationales comme Reuters, bien, c'est comme si, oui, on se met à confondre le virtuel à la réalité. Je reviens sur ces articles au sujet des animaux qui doivent être vaccinés. Je réalisais comment ça devient humiliant pour les journalistes de faire ce job médiocre, là, à côté de la qualité d'information qu'on retrouve dans les médias alternatifs. Pourquoi ils le font? Je crois que les débutants, les journalistes débutants acceptent ce travail en voulant se faire une place, un nom. Ils croient au système de l'argent, du prestige. Il y a aussi que je crois que ceux qui étaient de bonne foi sont sortis du système et qu'il y a peut-être aussi des gens qui sont près de la retraite et qui se disent « j'en ai encore que pour quelques années ». Mais on voit aussi d'autres journalistes, par exemple en Autriche, il y a une dame bien connue des nouvelles dans les médias de masse qui a annoncé son départ parce qu'elle était exaspérée de ces mensonges qu'elle transmettait. J'ai vu passer aussi quelqu'un, je ne me souviens plus de quel pays c'était et quelle était sa fonction, mais cet homme a laissé une lettre en parlant des mensonges qu'il était obligé de transmettre et cette personne s'est enlevée la vie. C'est dramatique qu'on en soit rendu là, puis je me dis que peut-être que ça prenait ça pour qu'on réalise que les médias de masse nous transmettent des mensonges. Et encore une fois, je le sais que les gens ne veulent pas entendre ça. Moi, je l'ai déjà dit, je croyais que les journalistes étaient honnêtes. J'ai côtoyé le monde des médias un peu assez pour savoir que ce sont de bonnes personnes en général. Mais là où c'est rendu, c'est comme autre chose. Ça s'est transformé en l'espace de 2 ans. En fait, ça s'est accentué. Cet écart entre le virtuel et le réel s'est accentué. J'ai vu passer une entrevue justement avec Jean Morancy d'un homme qui disait que dans le temps, son père, c'est un homme qui a un âge qui, certains, un peu comme j'ai,
et qui rapportait l'événement du premier homme sur la Lune et qui disait qu'à cette époque-là, il était jeune, mais son père lui disait « C'est possible que l'homme ait été sur la Lune, mais pas avec cet engin-là qu'on présentait à l'époque des années 70. » Et dernièrement, il disait que des chercheurs discutent au sujet de la ceinture Van Allen, qui est, paraît-il, cette zone qui recouvre la Terre et de laquelle, si on la traverse, on est atteint par des rayons très nocifs pour le corps. Et là, ce qui nous permettait de réaliser que on parle aujourd'hui du fait qu'on se prépare à traverser cette ceinture-là, qui est très nocive et on doit s'en protéger, on doit développer toutes sortes de moyens techniques pour protéger les personnes qui la traverseraient. Et on oublie dans les années 1970, il y a, semble-t-il, des hommes qui l'ont traversée avec les moyens du bord. Je vais aborder une dernière chose qui m'intéresse énormément, qui est ce monde immatériel dont je vous parle souvent à la fin de mes vidéos. Et j'en parlerai aujourd'hui à partir des expériences de mort imminente ou des expériences de mort provisoire. Je vais faire ça court, mais si ça vous intéresse, j'en ferai des vidéos qui parleraient de ces expériences, de la physique quantique et, entre autres, de mon livre « Le Fou ». Je vous fais un résumé très, très rapide. J'ai écrit des livres sur la psychologie positive, qui est une science qui remet en question l'idée que pour aider les gens, on doit s'intéresser à ce qui ne va pas bien chez les gens. Alors, on a découvert que, wow, si on s'intéressait à ce qui va bien chez les gens, peut-être qu'on pourrait les éclairer et leur permettre de traverser les moments difficiles. Donc ça, c'est la psychologie positive. J'ai écrit là-dessus et à la fin de ma carrière de professeur, j'ai publié un livre qui s'appelle « Le Fou », qui s'intéressait aux expériences de mort imminente et à la physique quantique. Pourquoi? Je pourrais vous expliquer ça dans une autre vidéo. Mais les expériences de mort imminente, ça nous... qu'est-ce que c'est? En fait, c'est toutes ces personnes, des milliers de personnes à travers le monde qui ont des cultures différentes, des religions différentes, qui ont vécu à des époques différentes, ont rapporté à peu près la même expérience. Ils parlent de cet amour qu'ils n'ont jamais vécu sur la Terre. Et ils parlent de l'immatériel. Et ma démarche actuelle, elle est de mieux comprendre de l'intérieur cet état avec l'idée que l'on peut le vivre maintenant sur Terre. C'est-à-dire qu'il y a le monde matériel et le monde immatériel. Et depuis toujours, depuis très longtemps, la science nous a orientés à considérer que le matériel et à discréditer l'immatériel. Et moi, je suis une personne qui a fait de la recherche, qui était dans ce monde scientifique et j'ai appris à dénigrer l'immatériel. Et je fais un retour vers ce qui existe, qui fait partie de notre existence et qui, pour moi, explique, nous aide à comprendre pourquoi tout le monde parle d'amour ces temps-ci. Parmi les gens bienveillants qui ont compris autrement ce qui se passe et qui n'ont pas pogné dans le narratif. Je réalise qu'on peut s'approcher de cet état d'amour grand, de bonheur pur lorsqu'on est présent. Et lorsque l'on fait comme c'est raconté dans Le Fou, dans ce livre, dans ce conte que j'ai écrit, lorsqu'on se défait des connaissances acquises à travers la science, lorsqu'on met ça de côté, lorsqu'on se libère l'esprit et qu'on est présent, non pas à travers notre cerveau, mais dans notre cœur. Et c'est là qu'on ressent quelque chose du même type que ces gens qui ont fait l'expérience de mort imminente. Je réalise que la vie, je me suis posé beaucoup la question ces temps-ci, mais c'est quoi le sens de notre vie? Et de se poser cette question-là, pour moi, c'est un peu comme si, je fais souvent l'analogie, une personne sur la Terre, c'est un peu comme une cellule dans le corps humain. Et c'est comme si une cellule dans le corps humain se posait la question, c'est quoi le sens de mon existence? Puis donc, la réponse est assez simple.
c'est d'exister et de contribuer à la vie. Et je réalisais que la vie, l'existence, est un cycle continuel qui est représenté par notre respiration, qui n'a pas de fin, qui n'a pas de début ni de fin, et qui est là tout simplement pour maintenir la vie. Et la vie, pour moi, c'est l'amour, parce que ce qui nous unit, ce qui fait qu'on est tous connectés, ce qui fait qu'il y a des naissances, c'est l'amour. J'aurais tout plein de choses à vous dire là-dessus, mais je vais me limiter à ça. Et pour vraiment terminer, en vous parlant de cette force positive qui semble agir en ce moment, je ne peux pas m'empêcher de constater ceux qui sont utilisés en ce moment dans cette crise qu'on vit. Ceux qui sont utilisés, c'est les gens vulnérables, c'est les personnes âgées, c'est les enfants, c'est les adultes qui vivent de la détresse, qui sont isolés, à qui on impose des mesures qui sont malsaines à tous les niveaux, physique, psychologique, social. Il y a ce drame-là qui advient et je ne peux pas m'empêcher de voir une force positive qui agit, qui fait du ménage en ce moment, qui fait que si les gens sont intéressés au métaverse, bien, ils choisiront cette voie-là. Mais que si vous, moi, d'autres sont intéressés à la réalité, à cet amour, cette bienveillance, à l'entraide, bien, on a tout avantage à construire autour de ce monde-là auquel on aspire. On est des êtres résilients, qui est tout à fait différent de la résignation. La résilience, c'est le fait de vivre dans l'adversité et de créer quelque chose d'épanouissant à travers ça. Et il y a un désir, il y a une volonté du côté on va dire des mondialistes, une volonté évidente qui s'est manifestée à travers toutes les guerres, qu'il y a un conflit dans la population. Et je suis impressionnée par notre résilience qu'il n'y a pas cette violence tant espérée, tant voulue par les mondialistes. Il y a des malentendus, des brisures de famille, de couples, des amitiés qui sont pour l'instant mis sur la glace. Il y a des mots vulgaires qui sont échangés, mais il n'y a pas de destruction actuellement entre les gens. Il n'y a pas ce conflit-là à l'horizontale dont parlait cette personne qui a écrit Gabriel, comment il s'appelle? Marc-Gabriel Draghi. Il n'y a pas ce conflit horizontal qui est tant voulu. Mais ce conflit horizontal qui a toujours été mis en place, il était pour nous divertir et qu'on ne voit pas le conflit horizontal qui a lieu en ce moment entre les mondialistes et la population. Pierre Hillard disait « L'enfer est divisé contre lui-même ». Et c'est ce que rapportait Jean Morancy lorsqu'il parle de la Chine, de la Russie, des Anglo-Saxons, des Européens, des Américains. Je vais arrêter là-dessus, juste pour pas que ça soit trop long, parce qu'il n'y a pas juste des vidéos, il n'y a pas juste des rencontres virtuelles, il y a aussi la réalité, la nature, des rencontres réelles que vous pouvez avoir avec des gens qui vous font du bien. Et je termine en vous disant merci encore et toujours d'exister. Merci d'être la personne que vous êtes. Merci de faire de petits gestes pour informer, pour être empathique à l'égard de ceux qui sont enveloppés d'un voile qui les cache de la réalité. Merci à ceux qui ont eu le cran, le courage, l'héroïsme de sortir du système complètement pour se dévouer aux autres. Et quand je dis c'est simple l'existence, je le crois. Ça ne prend pas grand-chose pour survivre et être heureux. Et on est en train de le découvrir en sortant de ce système, puis en se demandant comment je peux vivre, comment je peux créer mon métier, tout en aidant
une société qui est plus bienveillante. Alors, merci, puis à bientôt.